Ce fut une succession d'événements extraordinaires. Alors même que Paul Kagame et Félix Tshisekedi signaient un accord de paix à Washington sous le regard de Donald Trump, les troupes rwandaises préparaient une nouvelle offensive vers Uvira, la deuxième ville du Sud Kivu. La prise d'Uvira couperait le Burundi de la ligne de front, un enjeu stratégique majeur, comme plus de 12 000 soldats burundais ont été déployés aux côtés de l'armée congolaise. Bonjour et bienvenue dans la 50e épisode de la saison 5 de Ponabiso, la capsule audio qui décrypte l'actualité de la RDC. Je suis Jason Stearns, conseiller stratégique des Bouteli. C'était une gifle, nous a confié un responsable de l'administration américaine. Alors même que Paul Kagame louait le président Trump pour son approche impartiale et pragmatique du conflit, des milliers de soldats rwandais, accompagnés de drones suicides, soutenaient la plus grande expansion du territoire du M23 depuis février. Malgré une série de messages sévères envoyés par les responsables américains à Kigali, Uvira est tombé le 10 décembre aux mains du M23. Selon de nombreux témoignages, les responsables de l'administration américaine ont été exaspérés par les actions du Rwanda. Dans son discours devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'ambassadeur américain Mike Waltz a déclaré, et je cite, « Kigali est étroitement impliqué dans la planification et l'exécution de la guerre dans l'est de la RDC, fournissant depuis des années des directives militaires et politiques aux forces du M23 et à l'AFC, plutôt que progresser vers la paix. Ces dernières semaines, le Rwanda conduit la région vers une instabilité et une guerre accrue. » Cette déclaration a été suivie des déclarations fermes visant spécifiquement le Rwanda de la part du secrétaire d'État Marco Rubio et de son adjoint. L'affront personnel infligé au président Trump était certes important, mais la perception qu'a l'administration à ses intérêts nationaux est également importante. Pendant des années, la politique américaine à l'égard de la RDC a été principalement motivée par des considérations humanitaires et non par des intérêts sécuritaires ou économiques. La seule grande entreprise américaine ayant réalisé des investissements importants en RDC était Freeport-McMoRan, qui a vendu ses parts dans la mine de Tenke-Fungurume à une entreprise chinoise en 2016. Aujourd'hui, la liste des entreprises américaines présentes en RDC sur le site web de l'ambassade ne comprend que 25 sociétés, pour la plupart de petite taille. Entre-temps, les entreprises chinoises ont pris le contrôle des chaînes d'approvisionnement en cobalt et en cuivre. 6 des 10 plus grandes sociétés minières de la RDC, en termes de valeur de production, sont chinoises. Les 4 autres sont basées en Suisse, au Canada et au Kazakhstan. Mais la signification de l'intérêt national américain a considérablement changé ces dernières années. La définition de la politique américaine envers l'Afrique, à travers le prisme de la concurrence géostratégique avec la Chine, est apparue clairement pour la première fois sous la première administration Trump, même si le continent figurait loin dans sa liste de priorités. Au cours du second mandat de Trump, la politique transactionnelle America First en matière d'affaires étrangères s'est nettement accentuée, tout comme la concurrence avec les chaînes d'approvisionnement chinoises. Sa politique africaine stipule, et je cite, « Les États-Unis doivent passer d'une relation avec l'Afrique axée sur l'aide à une relation axée sur le commerce et l'investissement. » Les domaines immédiats d'investissement américain en Afrique, offrant de bonnes perspectives de retour sur investissement, comprennent le secteur de l'énergie et le développement des minéraux critiques. Cela rend la RDC très attractive pour les États-Unis. Elle est aujourd'hui le deuxième plus grand producteur de cuivre au monde et le plus grand producteur du cobalt, que le gouvernement américain considère désormais comme un minerai critique. Elle possède également d'importants gisements de minerais moins précieux, tels que le tantal, le tungstène et le lithium. Le sommet de Washington l'a clairement montré, car alors même que le président rwandais et congolais signaient un accord de paix, un accord entre les États-Unis et la RDC était publié. Bien que la Chine n'y soit pas mentionnée, ce document, s'il est mis en œuvre, pourrait modifier considérablement les chaînes d'approvisionnement. Il prévoit que jusqu'à 50% du cuivre, 90% du concentré de zinc et 30% du cobalt contrôlés par la RDC et ses entreprises publiques soient exportés via le corridor Sakania-Lobito, ce qui n'aurait aucun sens pour les minéraux expédiés vers la Chine. Le barrage Grand Inga est également mentionné et les responsables congolais ont déclaré qu'ils encourageraient les entreprises américaines à s'associer à ce projet, l'un des plus grands projets d'infrastructure en Afrique. Plus important encore, il crée une réserve stratégique d'actifs, comprenant des concessions minières sans licence sur laquelle les entreprises américaines auraient un droit de préemption. Les premiers rapports suggèrent que des centaines de concessions pourraient être placées dans cette réserve. Les détracteurs ont dénoncé le fait que cela nuit à la concurrence, d'autant plus que peu d'entreprises américaines ont la capacité et l'intérêt d'investir dans ce secteur en RDC. Tout cela signifie que, plus encore que depuis le pic de la guerre froide, les États-Unis considèrent que le partenariat avec la RDC est dans l'intérêt national.
Le gouvernement congolais partage ce point de vue, recherchant le soutien des États-Unis contre le Rwanda en échange d'investissements économiques. Les États-Unis disposent de leviers importants à cet égard. Ils pourraient tenter de suspendre les investissements de plus d'$1 milliard de la Banque mondiale au Rwanda, sanctionner Gasabo Gold qui exporte une grande partie des $1,5 milliard d'or envoyés à Dubaï, sanctionner des hauts responsables de l'armée et du gouvernement rwandais, ou encore publier des avis aux voyageurs et aux entreprises. Et pourtant, de nombreuses inconnues subsistent. Le processus politique américain à l'ère de Trump peut être imprévisible. Le Conseil national de sécurité et le département d'État ont été réduits. Il n'y a qu'un secrétaire d'État adjoint par intérim pour l'Afrique et une grande partie de pouvoir est entre les mains des personnes extérieures aux hiérarchies traditionnelles telles que Massad Boulos. La RDC peut être son propre pire ennemi aussi, en envoyant des émissaires parallèles et en engageant des cabinets de lobbying à Washington qui peuvent agacer leurs interlocuteurs plus qu'aider à la cause congolaise. Et le M23 et les forces de défense du Rwanda pourraient changer la donne sur le terrain, en progressant si loin dans le sud de la RDC, riche en minerais, qui déstabiliserait le gouvernement congolais avant que les mesures punitives contre le Rwanda ne commencent à porter leurs fruits. Pour recevoir Ponabiso chaque vendredi sur votre téléphone, rejoignez notre fil WhatsApp en envoyant Jacques ou Ebouteli au plus 243 894 110 542. À bientôt.